Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturo. Je suis Maud Gabriel, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie d'Emmanuel Labbé. Bonjour Emmanuel, Bonjour Maud, ravie d'être avec vous. merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir partagé, merci beaucoup. Je suis ravie d'être Merci, parmi vous. merci Emmanuel. J'ai souhaité inviter Emmanuel afin qu'elle partage son parcours pour nous parler justement d'anorexie mentale, mais d'anorexie mentale au masculin. Emmanuel a été confronté, voilà, son enfant et la famille, à une anorexie mentale de son fils prépubère. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, car moins fréquemment rencontré que l'anorexie féminine. Emmanuel, voilà, je vais vous proposer de vous présenter comme vous le souhaitez et de commencer de raconter donc votre parcours. Je vais toujours apporter cette précision que les propos échangés dans cette vidéo ne remplacent certainement pas ni un diagnostic, ni un suivi, ni traitement médical. Je pense que vous serez d'accord avec cette petite précision. Parfaitement, oui, tout à fait. Merci. Emmanuel, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci, donc je suis ravie d'être parmi vous et je Merci. suis très contente que vous m'ayez donné la parole pour témoigner sur ce sujet délicat, sensible et très peu connu du grand public. Effectivement. Donc voilà, moi je suis maman de deux garçons qui sont nés en 2005 et 2007, donc ils ont à présent presque 15 ans et un peu plus de 17 ans. Voilà, je suis mariée, j'habite en Bourgogne. Donc ça, c'est pour ma vie personnelle. Sur le plan professionnel, je suis en profession de santé, donc plus précisément la santé animale, puisque je suis docteur vétérinaire. Je suis sortie de l'école vétérinaire de Lyon en 2002, donc une vingtaine d'années déjà. Voilà, je suis diplômée de l'école de médecine et de pharmacie de l'Université de Claude Bernard à Lyon. Et puis, je me suis formée aussi un petit peu à l'étranger après mon cursus, on va dire, classique. Donc, j'ai fait un internat ensuite de spécialisation dans le domaine des petits animaux. Et je suis donc diplômée de l'Université de Montréal également. Voilà, donc ça sur le plan professionnel. Depuis 2015, je m'intéresse aussi beaucoup aux médecines complémentaires parce que je me suis rendu compte qu'on ne faisait pas du tout le tour de la question dans plein de cas dans plein de domaines de la médecine animale. Les médecines complémentaires m'intéressent particulièrement. Je me suis donc formée en ostéopathie animale et puis à présent en phytothérapie et en kinésie vétérinaire, en kinésithérapie. Voilà, donc Un problème avec mon toujours. chihuahua, je fais appel à vous, donc voilà, c'est noté. Voilà, pour dire qu'en santé animale aussi, on a besoin d'être holistique parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles on passe vraiment à côté en médecine allopathique traditionnelle, vraiment. Sur le plan du reste de mes centres d'intérêt, je me suis formée dans le domaine des troubles du comportement alimentaire. Ça m'a vraiment tenu à cœur. Je me suis formée là en 2021 parce que justement mon petit garçon était malade et que je voulais avoir une formation professionnelle solide pour vraiment avoir tous les éléments pour limiter les rechutes, même s'il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Je voulais vraiment avoir toutes les clés en main. Donc, je me suis formée avec le professeur Rigaud par une formation en e-learning dispensée par son association qui s'appelle l'association Autrement. Autrement. Moi, j'ai fait la Voilà. formation aussi. Justement, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à faire cette formation? Oui, parfaitement. Donc en 2021, il y a eu une collecte de fonds générale ouverte à tous pour participer justement au développement de la formation en e-learning destinée aux professionnels de santé. Donc moi, j'ai fait un don à cette association et j'ai mis un petit message en disant que j'étais moi-même maman d'un enfant, un garçon, et qui avait souffert d'anorexie mentale alors qu'il avait même pas 10 ans et que j'étais professionnelle de santé animale et docteur vétérinaire. Et sur ce, le docteur Rigaud, le professeur Rigaud m'a proposé de faire la formation en e-learning. Et donc, j'ai accepté, bien entendu, puisque j'ai à cœur de continuer à aider des gens pour, euh, pour les aider voilà, à sortir de cet enfer, hein, vraiment, et c'est très, très complexe à comprendre. Donc, voilà, donc j'ai fait cette formation suite à la proposition du professeur Rigaud et j'en suis très contente. Et je le remercie. Et vous pouvez partager votre parcours, justement, Oui, comment s'est manifestée l'anorexie de votre fils, à quelle époque, oui. quelle était la prise en charge?
Alors, donc, c'est arrivé de façon un peu suraiguë, comme un coup de tonnerre, hein, en juin 2017. C'est arrivé extrêmement vite. Le 21 juin, le jour de l'été, on a perdu notre petit chat âgé, hein, et notre fils l'a vu mourir l'a vu mourir. Donc, voilà, c'est allé très vite. Donc, pour lui, ça a été un choc, vraiment, d'assister à son décès, puisqu'elle était en train d'agoniser dans le jardin. Ensuite, la fin de l'école approchait. Il s'est passé une semaine où il a continué l'école. Et puis après, c'était vers le 28 juin. Et de ce fait-là, il rentrait pour prendre ses repas à la maison. Et je me suis rendu compte qu'il mangeait ni le midi, ni le soir, quasiment ni le matin. Donc, je me suis rendu compte que la prise alimentaire a été quasiment inexistante. Donc, panique à bord. Là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, je voyais qu'il devenait complètement taciturne, triste. Le regard était vide. Il perdait toutes ses forces. Et donc, je voyais que ça allait très, très vite. Donc, un très gros stress. Donc, tout de suite, consultation chez le généraliste qui a posé le diagnostic, en fait. Et puis, donc, il montre la courbe d'IMC à l'enfant, qui lui dit, voilà, tu as besoin de temps d'abord, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet, puisque là, mon fils était déjà pris au piège, en fait. Donc, il exprimait quelque chose, vous avez pu en discuter, non? Non, à l'époque, en période aiguë comme ça, par la tristesse, il était extrêmement triste, et il était quasiment aphasique, c'est-à-dire qu'il ne s'exprimait pas, il ne parlait plus. On avait l'impression qu'il n'avait plus d'émotion, qu'il était débranché, en fait, c'était assez terrible. Donc, c'est allé très vite parce que c'est chez les prépubères, en fait, l'anorexie mentale va plus vite que chez les adultes, de par une caractéristique qui est celle qu'ils ont tendance à ne pas boire suffisamment. Voilà, donc il y a de la déshydratation qui s'installe. Donc, en 10 jours de temps, on le voyait vraiment dépérir. Donc, pour nous, ça a motivé une série de consultations, c'est-à-dire qu'en 10 jours, on a consulté 4 fois. Parce que, en plus, en tant que professionnelle de santé, moi, je la voyais très vite, la dégradation, puisque j'ai l'habitude de prendre en charge des êtres vivants qui font 50 grammes jusqu'à 90 kilos. Donc, on est habitué. Voilà. Et puis, je voyais vraiment qu'il ne buvait pas, qu'il était bloqué. J'avais beau lui dire, en plus, je ne connaissais pas cette maladie. Donc, moi, j'insistais sur il faut boire, il faut manger. Mais du coup, je me sentais vraiment impuissante, puisque une fois que le blocage est enclenché, on n'arrive pas à les prendre en charge. Il y a besoin d'une prise en charge hospitalière. Et là, vous avez consulté 4 fois le généraliste, en fait. Donc, en fait, j'ai consulté 4 fois en 10 jours. Donc, la première fois, c'était le généraliste qui a posé le diagnostic. Ensuite, je voyais qu'il n'y avait pas... jour après jour, il ne s'alimentait plus. Donc, j'ai consulté une pédiatre. Puis ensuite, un psychiatre spécialiste sur Lyon. Et ensuite, à nouveau, la pédiatre. Et voilà, le psychiatre spécialiste sur Lyon nous a dit il est très déprimé, il faut le revoir dans 3 jours. Et moi, je voyais à l'allure à laquelle ça allait, je me suis dit mais dans 3 jours, il sera peut-être mort. En fait, c'était en plein été, il faisait chaud. Donc non, il fallait agir. Donc on l'a ramené chez la pédiatre, on lui a dit là, enfin voilà, on lui a dit écoutez, nous on voit à la maison et il faut l'hospitaliser. Et donc, elle a bien constaté, effectivement, et elle l'a fait admettre en urgence à l'hôpital. Donc, il a été admis à proximité de chez nous, en pédiatrie générale, en service général. Voilà, donc là, il a été admis pour 6 semaines dans ce service-là. Donc, à l'admission, ils l'ont observé pendant 48 heures pour voir ce qu'il prenait de lui-même, mais là, il ne prenait rien. Donc, ils ont vu qu'il fallait poser une sonde d'alimentation. Donc, ils ont posé une sonde, ils ont fait le soutien nutritionnel. Où il était nourri par la sonde essentiellement la nuit, sur une dizaine d'heures la nuit, parce que ça s'accompagnait d'énormément d'angoisse, comme le savent les gens qui subissent l'anorexie. C'est extrêmement anxiogène, la réalimentation. Donc voilà, là, les accompagnements, j'allais dire, ont été très généralistes, axés sur la renutrition. Sur le plan psychique, ça dépendait des pédopsychiatres qui étaient présents, puisque c'était la période de l'été, donc ils se sont un peu remplacés. Donc, ça dépendait. Il y en a un qui le voyait 5 minutes par jour et une autre qui le voyait 2 fois 15 minutes par semaine, à peu près. Donc, malheureusement, c'est trop court pour une prise en charge psychologique adaptée. Il était âgé de 9 ans à cette époque, votre... Voilà, il allait avoir 10 ans au mois mi-août et il a été hospitalisé le 20 juillet. Donc, il n'avait même pas ses 10 ans, en fait. Donc, et voilà, il exprimait quelque chose dans cet hôpital
Parce que très peu, à part de la tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Il verbalisait très peu, du fait de la dénutrition, je pense, et du fait que tous les mécanismes d'expression s'étaient un peu verrouillés, en fait. C'est ce qu'on appelle l'alexithymie. Il n'avait plus accès à ses émotions, et je pense que ça s'était mis en place insidieusement sur les quelques mois qui ont précédé, puisqu'il s'est fait harceler, en fait, à l'école sur son année de CM1. Oui, j'allais justement venir là. Voilà. En général, je pense qu'il y a la mort du chat, je pense que c'était juste l'élément déclencheur. Voilà, exactement. Et donc, voilà, je vais revenir un petit peu plus tard sur les facteurs qui ont précipité la survenue de cette maladie et que nous, on a découvert plus tard, en fait, finalement. D'accord. Ouais. En fait, il a commencé à se confier un petit peu une quinzaine de jours après son hospitalisation, une fois qu'il a été renourri. Et il ne s'est pas confié même aux pédiatres ou aux pédopsychiatres, il s'est confié à nous, aux parents. Et c'est là qu'il nous a dit que, voilà, entre autres, il avait été harcelé à l'école à chaque fois sur le temps du repas, le midi, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de surveillance à l'école. Il y avait moins de personnel encadrant. Et voilà, et c'est un enfant extrêmement sportif, assez doué à l'école. Donc, voilà, ça a fait un peu boule de neige, tous ces facteurs. Un enfant très émotif aussi. Donc, je pense que tous ces facteurs enchevêtrés ont fait que l'anorexie s'est mis en place sans vraiment qu'on le voie, puisqu'il prenait tous ses repas à la cantine le midi. Le soir, il mangeait bien, mais je pense que le midi, il mangeait peu et du coup, il ne couvrait pas ses besoins. Oh, et c'est un enfant qui était naturellement très fin. Nous, moi et le papa, on est assez minces. Et du coup, on ne s'est pas alerté, en fait. On n'a pas vu de cassure de poids. La cassure de poids, elle a vraiment eu lieu brutalement sur 3 semaines entre juin et juillet, à partir du moment où il s'est arrêté de manger. Sinon, je pense qu'il y avait une inflexion légère, mais on ne s'en est pas rendu compte, malheureusement, avec les vêtements. D'accord. Voilà, donc après, il a été transféré, en fait, sur le plan médical, ils l'ont stabilisé avec la sonde en médecine, en service généraliste. Et justement, dans ce service-là, vous pouviez lui rendre visite. Vous avez évoqué le fait qu'il se confiait plutôt à vous qu'au... Non, malheureusement, il y avait un peu une séparation parent-enfant qui s'est effectuée. C'est dommage. Je pense que c'est un peu une perte de chance parce qu'il se confiait surtout à nous et c'est comme ça qu'on arrivait à avancer. Donc, on pouvait le voir qu'1 heure par jour. Donc, autant dire que ça passait extrêmement vite. Et le reste du temps, il était un peu livré à lui-même parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soins, en fait. C'était un service de pédiatrie générale et ça fonctionnait comme un service de pédiatrie générale où les soins sont des soins somatiques pour l'essentiel qui sont dispensés. Il y avait des appendicites, des fractures, des chirurgies, etc. Mais les soins psychiques étaient très, très, très faibles. L'accompagnement psychique était vraiment balbutiant, quoi. Donc, ça a plutôt accentué son mal-être, en fait, puisqu'il avait l'impression de ne pas être compris. Lui, il se sentait isolé et quand on arrivait le matin, il pleurait. Enfin, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Il n'avait pas accès aux toilettes. Il avait un pot de chambre qui était souvent plein dans la chambre. Une fois, il s'était uriné sur lui. Enfin, c'était vraiment difficile comme condition. Voilà, donc ensuite donc il a fait un syndrome de réalimentation inappropriée aussi, donc à la réalimentation, donc ils ont dû baisser les apports et renourrir plus doucement. Voilà, donc de ce fait-là, il a été stabilisé sur le plan, on va dire, corporel, mais sur le plan psychique, il s'est aggravé. C'est-à-dire qu'au départ, à son admission, il mangeait un petit peu et à la sortie, il mangeait plus rien. Il arrachait les sondes, il pleurait, il arrachait les sondes la nuit. Enfin, il y avait beaucoup plus de détresse. Donc, bon, c'est difficile, hein, malheureusement. Le personnel soignant a fait ce qu'il pouvait avec les moyens dont il disposait. Avec les moyens dont il disposait. Et peut-être le peu de formation aussi, parce que c'est tellement... Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il manquait surtout de moyens humains, je pense, puisque en fait, du coup, il a été transféré dans une unité spécialisée sur Lyon. Et votre demande ou parce que ça se passait vraiment pas... Les deux. C'est-à-dire, nous, on a voulu le transférer plus tôt parce qu'on voyait que les soins psychiques étaient peu présents et nous, on voyait le dégrader. Même si sur le plan somatique, il était nourri, on voyait que sur le plan de l'humeur, c'était pire. Ce qui malheureusement est aussi le cas de la maladie. Hein, je ne leur jette pas la pierre puisqu'il y a beaucoup de gens en renutrition et ils se dégradent sur le plan psychique. C'est tout des mécanismes de résistance entre le corps et le psychisme.
Donc, à la demande des deux, c'est-à-dire eux, ils voyaient que c'était un cas difficile et qu'il était très réfractaire et qu'il ne s'améliorait pas, qu'il se dégradait. Et puis à notre demande aussi, parce qu'il avait besoin de soins plus renforcés sur le plan psychique et d'un accompagnement plus soutenu. Donc, il a été transféré en service spécialisé et là, l'hospitalisation a duré 6 semaines aussi. Et là, c'était une prise en charge qui était très différente. Donc déjà, il y avait plus de moyens humains. Ils étaient une douzaine d'enfants pour entre 4 et 6 accompagnants. Donc là, il y avait vraiment beaucoup de moyens. Et il était très, très encadré. Du coup, il n'y avait pas de séparation parents-enfants. C'est-à-dire que si on voulait le voir 4 heures l'après-midi, c'était l'après-midi les visites, on pouvait le voir 4 heures. Et ce qui n'a pas été notre demande finalement, parce que nous, à partir du moment où il se sentait mieux, nous, ce qu'on voulait, c'est le confier à l'équipe médicale. On savait qu'il fallait qu'il fasse alliance avec l'équipe. Mais à partir du moment où nous, on voyait qu'il se sentait bien et qu'il était pris en charge, qu'il y avait des soins longs dans la journée et qu'il y en avait plusieurs, qu'il y avait des soins différents, on voyait qu'il était bien. Donc, on n'a pas eu ce besoin d'aller le voir tous les après-midi, 4 heures en fait. On venait le voir 2 fois par semaine, 2 après-midi par semaine et ça se passait très bien. Donc, il n'y a pas eu de séparation, donc il ne s'est pas senti enfermé. Une belle alliance thérapeutique, on peut dire. Une très belle alliance thérapeutique, voilà. Beaucoup d'écoute, il y avait des entretiens très longs avec la pédopsychiatre et des entretiens scindés aussi, c'est-à-dire qu'elle nous recevait nous à part, lui à part, et ensuite elle recevait tout le monde ensemble. Ce qu'il faisait aussi en pédiatrie générale, mais il n'y en a pas eu beaucoup des entretiens comme ça. Alors que là, toutes les semaines, on faisait un entretien de cette façon-là, prolongé avec le pédopsychiatre. Voilà, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'ateliers psychocorporels, il y avait de la psychomotricité, il y avait beaucoup d'ateliers autour du bien-être. Donc et on le laissait jamais tout seul avec son plateau. Et ça, c'est très, très important à signaler. Alors que dans le premier hôpital, il était tout seul avec son plateau, dans énormément d'angoisse. Moi, je le voyais, il avait des hauts le cœur, il était tout blanc. Enfin, c'était voilà, très angoissant pour lui et il était tout seul face à ça. Alors que dans l'autre hôpital, non, les accompagnants, ils prenaient leur repas en groupe. Il y avait les accompagnants à côté. Voilà, il n'était jamais tout seul avec ses angoisses et son plateau. Voilà. Et il y avait un soutien aussi diététique. On lui a demandé ce qu'il voulait manger, ce qui lui faisait le plus envie. C'était un peu à la demande aussi au niveau des plateaux pour ces enfants-là qui souffraient de troubles alimentaires. Donc, une très belle alliance thérapeutique et ça a très bien fonctionné. Et la famille, donc vous avez dû mettre votre activité professionnelle entre parenthèses. Comment ça s'est passé au niveau familial? Oui, c'est-à-dire que donc il s'est amélioré donc pendant ces 6 semaines. Il a repris une alimentation très correcte, ce qui fait qu'au bout de 6 semaines, il a pu sortir. Il y avait encore beaucoup de travail derrière, beaucoup d'aménagements pour nous, la famille, puisqu'effectivement, quand il est rentré chez nous, c'était au mois de novembre, et donc il a repris l'école à temps partiel. Et il faisait école à temps partiel et hôpital à temps partiel. Il faisait moitié-moitié à peu près. C'est ce qu'on appelait l'hospitalisation séquentielle. Et quand on l'a remis à l'école, on s'est rendu compte qu'il se dégradait assez vite à nouveau. Et du coup, on a dû prendre une décision. On a fait l'instruction en famille, on a fait l'école à la maison. Donc au mois de janvier, il est sorti de l'école et on a fait l'école à la maison pendant 1 an et demi. Ce qui a permis de lever tous ces carcans, toutes ces obligations qu'il avait à l'école, d'arriver à telle heure, de ne pas aller aux toilettes quand il avait envie, de manger comme ci, comme ça. Voilà, donc vraiment, ça a ouvert toutes les restrictions. Et à la maison, il se levait quand il avait suffisamment dormi, il mangeait quand il avait envie, il allait aux toilettes quand il avait envie. Et il n'y avait plus de carcans. Donc, il s'est senti vraiment libéré de toutes ces exigences. Alors, c'était temporaire, mais en tout cas, nous, ça a été un outil extrêmement précieux pour l'aider à aller mieux. Mais ça demande une organisation des parents qui est très, très exigeante. Donc, moi, j'ai dû passer d'un temps plein à un temps partiel. Mon mari aussi a diminué son temps de travail les jours où je travaillais. Ça a été très, très difficile, très éprouvant. Voilà. Et par rapport à son frère, en fait, comment vous avez pu gérer ça? Parce que Eh bien, le frère, on l'a scolarisé aussi à la maison. Donc, après une discussion ensemble, en famille, ils étaient très proches et son frère a été vraiment un moteur dans l'alliance familiale, en fait, pour consolider un petit peu sa guérison. Donc, ils étaient très proches et déjà au départ, ils se sont encore rapprochés. Et donc, je pense que ça l'a aidé aussi et son frère était d'accord. Donc, tout le monde était sur la même ligne, en fait. On a vraiment fait front. C'est vraiment une famille, en fait, contre une maladie, quoi.
Ouais, et on a eu de la chance parce que bon, bah, mon mari et moi, on est très soudés et on avait beaucoup de soutien de notre famille aussi, les grands-parents. Donc, tout le monde a fait en sorte de comprendre voilà, la maladie. On a vraiment tous fait front, alors que c'est vrai que la difficulté dans certaines familles, c'est que bon, c'est la maladie qui fait ça aussi, hein, qui Bien dissout un sûr. peu les familles. C'est très dur quand ça dure longtemps comme ça, c'est très éprouvant. Mais on est vraiment restés soudés et ça a vraiment fait notre force aussi. Voilà. Et donc, cette maladie, ça a été quand même enfin, une période qui a duré 2 ans. Alors à peu près, oui, disons entre 1 an et demi et 2 ans après le diagnostic pour consolider complètement la guérison. Oui, tout à D'accord. fait. Il y a eu une petite rechute en fait en 2019 avec une petite rechute pondérale modérée à l'été parce que c'est un enfant extrêmement actif, donc beaucoup de sport, beaucoup de vitalité et finalement il couvrait moyennement ses besoins. Donc il y a une petite inflexion de la courbe de poids à l'été et puis quelques mécanismes de résistance aussi qui avaient envie de revenir quand même. Donc, on a refait un suivi extra-hospitalier avec un psychologue qui faisait de la remédiation cognitive, qui est diplômé d'université d'Harvard aussi, à proximité de chez nous. Et voilà, on a fait une quinzaine de séances et sur une année, ça l'a bien aidé aussi, ça. Et il a repris le schéma scolaire classique. Donc voilà, il a repris l'école classique l'année où il y a eu le confinement. Donc il a repris 6 mois d'école et après, D'accord. il y a eu 6 mois d'enseignement à distance, ce qui fait que nous, on était très entraînés. En fait, ça n'a pas été stressant pour nous puisqu'on savait comment faire. Donc, Et il y a eu un impact justement de confinement, déconfinement, non, reconfinement, climat, non? absolument pas pour eux. Au contraire, ils étaient presque contents de retrouver un petit peu leur petit cocon d'école à la maison. Donc, non, pas du tout d'impact pour eux, absolument pas. D'accord. Ouais. Au contraire, beaucoup de... Et enfin, quels outils vous ont aidé au niveau familial, au niveau personnel pour savoir un petit peu, ne serait-ce que de trouver un thérapeute formé à la remédiation cognitive, enfin voilà, toutes les pistes qui Alors, vous le ont thérapeute formé à la explorées. remédiation cognitive, c'est notre médecin généraliste qui nous l'a recommandé. Donc, comme il était près de chez nous, tout de suite, on a foncé, quoi. On est allé. Donc, il était très réfractaire aux soins, notre fils, hein. Il ne voulait pas y aller. Donc, ça a été très difficile pour nous, ce qui fait que moi, dans les outils complémentaires, j'ai lu énormément de livres destinés aux psychologues, aux psychiatres, aux pédopsychiatres. Et j'ai lu tous ces ouvrages, puisque je suis de profession de santé, donc je comprenais tous les termes, même si je n'étais pas formée en psychiatrie, du coup, je me suis formée un peu sur le tas par obligation, même si ce n'était pas mon rôle, j'aurais bien voulu ne pas l'endosser, ce rôle. Mais comme il était très réfractaire aux soins, il fallait que moi, je sache comment agir, qu'est-ce qu'il fallait dire. On est des menhirs, hein, donc il fallait que je sache à peu près, que je vois comment, que je décortique tous ces mécanismes de résistance et que j'apprenne à les gérer, en fait. Donc, j'ai lu pas mal de livres de spécialistes. Sinon, alors, si je veux revenir dans les outils bénéfiques qui ont été utilisés à l'hôpital, dans le second hôpital, en fait, c'était un lieu clos, tout était fermé, mais mon enfant, il n'avait pas l'impression d'être enfermé et d'être isolé. C'était fermé, mais après, c'était vraiment un petit microcosme où il avait sa liberté au sein de l'enceinte, en fait. Donc, il Fermé était mais libre par rapport à la fermé maladie, mais on va libre, dire. exactement. Donc, il avait accès aux jeux, à la salle commune, les toilettes. Enfin, il y avait beaucoup de surveillants, donc du coup, il était très encadré. C'était fermé mais libre, et ça a tout changé, je pense, dans sa prise en charge. Il ne se sentait pas emprisonné. Donc, La maladie enferme déjà tellement que si on rajoute exactement, un carcan sous une personne exactement. qui est déjà enfermée en elle-même, c'est sûr que ça risque pas de donner des résultats très intéressants. On est bien d'accord. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'apports d'outils axés sur le bien-être, la psychomotricité. Il faisait beaucoup d'ateliers. En fait, il était jamais tout seul avec lui-même et avec son anxiété. Et ça a fait une grosse différence, je pense, dans la prise en charge. Mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens humains que malheureusement, ils n'avaient pas dans le service de pédiatrie générale. Donc, il y avait des ateliers sensorimoteurs, il y avait des ateliers artistiques, de la peinture. Il touchait des petites plumes, il faisait des ateliers olfactifs. Hein, c'était vraiment, très complet dans la prise en charge. C'était très pluridisciplinaire et ça a payé. C'était pas axé que sur l'alimentation, bien au contraire, quoi. L'alimentation, c'était vraiment juste un petit onglet fondamental, certes, mais voilà, c'était... On peut peut-être dire que l'alimentation, c'est ça, enfin, on peut envisager ça comme une manière d'exprimer un mal-être plus Exactement. profond, quoi. Donc, si on se focalise que sur le symptôme qui pourtant peut être totalement tragique,
forcément, on n'a pas forcément, enfin, Ouais. on va consolider les bases. Bon, c'est vrai que cette approche, on appelle ça holistique. Exactement. On C'était peut l'alimentation, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, il faut s'intéresser vraiment à tous les facteurs. Et puis chaque personne est différente, hein. Chaque personne qui a un TCA est différente. Donc il faut vraiment arriver à analyser pour chaque personne. Bah, plus on propose d'outils, forcément, plus il y en aura qui pourront correspondre aux besoins d'une personne en particulier. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant Exactement. ce genre d'approche. Et vous êtes donc donc on peut le dire maintenant, vous êtes créatrice d'un blog qui s'appelle Désanorexie, et donc je pense que le terme, c'est peut-être un clin d'œil au professeur Rigaud qui parle, lui, de démaigrir au lieu de grossir. Enfin, non, dites-nous un Alors petit peu. non, le blog, je l'ai créé en 2018 en fait, et la formation du professeur Rigaud, je l'ai faite en 2021. Donc, D'accord. Bah, pour moi, l'idée, j'avais tout de suite pensé à ça parce qu'il emploie tout le temps ce terme oui, démaigrir, démaigrir, et même, tout à fait. je l'ai même utilisé dans mon ouvrage, Ouais. et tout de suite j'ai pensé, voilà, des anorexies pour En fait, désanorexie, c'était pour quitter le processus d'anorexie, d'une part, et pour faire référence au fait qu'il y a plusieurs formes. Chacun a vraiment sa forme. Il n'y a pas une seule forme d'anorexie. C'est vraiment extrêmement vaste. Donc, il y a l'anorexie masculine, il y a l'anorexie prépubère. Chacun a ses propres facteurs. Donc, il y a autant d'anorexie que de personnes, finalement. bah, il y Chacun a a sa propre l'anorexie histoire. restrictive aussi, il y a l'anorexie boulimique, donc c'est vrai qu'il y a. Voilà, ça c'est les formes cliniques, ça c'est les formes cliniques. Et moi, l'idée c'était vraiment tous les facteurs qui ont contribué à faire qu'une personne devienne anorexique. C'est vraiment des anorexies multiples en fait. Et ça, je pense que c'était le petit clin d'œil par rapport à ça, le nom. Donc j'ai créé ce blog en 2018 parce que en fait, je voulais partager les ressources que moi je cherchais tout bêtement. Je voulais partager à d'autres puisque j'avais beaucoup de frustration. En tant que proche accompagnante, je me sentais absolument pas épaulée, absolument pas soutenue. On n'avait pas de conseils de la part de l'hôpital. On nous a donné une association, donc ça c'était bien par contre, mais malheureusement, la majorité des choses c'était sur Lyon et nous, en profession de santé, et mon mari aussi, on ne pouvait pas se permettre, avec le frère aussi à s'occuper, l'enseignement à la maison, on ne pouvait pas se permettre de faire les trajets, ce n'était pas possible pour nous, c'était beaucoup trop compliqué. Donc j'ai cherché dans mon coin et j'ai voulu mettre les ressources en ligne. Alors ce blog, je l'ai laissé un peu sommeiller jusqu'en 2020 parce qu'en 2019, mon fils ayant fait une rechute, c'était extrêmement éprouvant pour nous tous et j'ai pas pu trop l'alimenter. Mais je l'ai repris un peu plus assidûment en 2020. Voilà. Donc où il y a des ressources, des articles scientifiques, des recettes, des interviews, une chaîne YouTube, etc. Bon, en plus, c'est des choses que je découvre. Donc j'apprends au fur et à mesure que je crée les ressources en fait. Bah, de toute façon, je mettrai dans les commentaires de cette vidéo tous les liens pour retrouver votre blog, vous contacter pour les personnes qui souhaitent échanger avec vous. Donc, Oui. vous n'hésiterez pas à rajouter des choses, hein, Ouais. si vous le souhaitez. Ça, ce sera avec grand plaisir que je partagerai tous vos contacts. Et par rapport à vos projets, euh, Alors, mes projets, donc, je propose des séances d'accompagnement pour les familles, les proches et puis les personnes malades, si elles le souhaitent. et donc là, on peut Voilà, vous donc, contacter à distance. voilà, exactement. Je fais qu'en vidéoconférence, puisque bon, j'ai aussi mon métier que j'affectionne particulièrement. Mon métier de maman, qui, on l'a compris, quand même extrêmement prenant, et je veux passer du temps avec mes enfants pour leur apporter le maximum, surtout sur cette période où ils vont s'orienter, ils terminent leur scolarité classique. Donc, je veux vraiment être présente et je l'ai beaucoup moins été dans leurs premières dizaines d'années de vie. Et je ne veux pas rater ces moments-là qui sont particulièrement précieux pour moi. Voilà, donc je fais en vidéoconférence, j'essaye de mener un peu toutes mes tâches du mieux que je peux. Et les autres projets, c'est de créer des formations en e-learning, en fait, des infoproduits pour sensibiliser, pour aider les familles et puis pour aider les personnes malades à combattre leurs troubles alimentaires. Parce que des fois, la visio, ils ont besoin aussi de d'autres supports où eux-mêmes, ils vont faire un travail en dehors du thérapeute, en visio. Eux-mêmes, ils vont faire ce travail de comprendre les mécanismes de la maladie, comprendre quels mécanismes sont présents chez eux et comprendre quels outils ils peuvent utiliser et choisir finalement leurs outils qui leur correspondent le mieux. Donc tout ça, c'est des projets qui devraient se réaliser dans les prochains mois. Nul doute. Et par rapport à mes collègues thérapeutes, c'est vrai qu'on
enfin, donc, je suis naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition, mais c'est vrai que parmi mes collègues, on peut avoir ce genre de demande en consultation pour la plupart du temps quand même des symptômes associés. Mais est-ce que vous envisagez de proposer des petites formations à l'usage des professionnels de santé ou pour l'instant vous Pourquoi pas restez... plus tard, parce que sinon, je pense que je vais trop me disperser. Malheureusement, je manquerai de temps, mais je pense qu'une fois que mes enfants seront sur la route de la vie active, oui, ce serait avec plaisir que j'aimerais partager des connaissances et des expériences là-dessus. Ce sera intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé entre nous. Donc, C'est très intéressant, c'est le retour. Il y a la notion de père aidance aussi qui se développe beaucoup en santé mentale et c'est très intéressant d'avoir un dialogue partagé entre les usagers du soin et les professionnels de santé. Il y a un mouvement comme ça qu'on appelle l'open dialogue. Il y a eu quelque chose dans la semaine, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. C'est des séminaires ou des conférences qui permettent de partager le vécu et les expériences entre les personnes malades en cours, les personnes guéries et différents professionnels de santé. Et ça, c'est toujours extrêmement enrichissant. Et dans les TCA, en tout cas, il faut négliger aucune piste, et je pense que vous en êtes la preuve vivante, c'est-à-dire que c'est très multifactoriel et il faut vraiment avoir une approche globale et pluridisciplinaire et n'écarter aucune piste pour essayer d'aider la personne malade. d'ailleurs, je crois savoir que vous vous intéressez maintenant plus en détail à la micronutrition. Oui, C'est c'est quelque quelque chose. chose qui me passionne, hein, tous ces mécanismes. Suite à la formation avec le professeur Rigaud, on fait voilà, de la macronutrition, tout ce qui est glucides, lipides, etc. Mais on aborde aussi voilà, la micronutrition, toute l'importance des oligo-éléments qui aident les enzymes à fonctionner dans l'organisme, J'allais dire, les et la manière dont neuromédiateurs. l'organisme justement assimile ces micronutriments, parce que l'assiette peut être parfaite, mais si les processus digestifs sont pas efficients, donc forcément il n'y aura pas Exactement. les bénéfices escomptés d'une assiette parfaite. Exactement. Avec le recul, quel regard vous portez sur les TCA, sur le parcours de votre fils, de la famille? Alors, c'est des troubles extrêmement complexes, les troubles du comportement alimentaire, qui sont mal compris de prime abord. Heureusement, de mieux en mieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de communication qui est faite autour, mais parfois même les professionnels de santé qui n'ont pas eu ils ont une formation qui est très, très faible en nutrition dans leur cursus, donc c'est quand même relativement mal compris. Donc, moi, ce que j'ai compris, voilà, c'est vraiment, il faut remettre l'individu dans son contexte. Hein. C'est une maladie, il faut remettre le contexte biopsychosocial, c'est très, très important, et investiguer tous les facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a des sensibilités génétiques également dans ce type de maladie. C'est des troubles un peu addictifs, hein, ça fonctionne comme des addictions. Donc, dans l'arbre des addictions, on voit les troubles du comportement alimentaire. Donc, il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les addictions, ce que j'ai eu l'occasion de creuser aussi. Ce que je retiendrai, c'est que chaque trouble alimentaire est vraiment différent. Donc, selon chaque personne, il faut vraiment avoir une approche personnalisée et ne négliger aucun aspect. Et puis, même quand on a un peu investigué tous les facteurs d'entretien ou ce qui pérennise la maladie et qu'on a pensé qu'il y avait des facteurs qui avaient disparu, je parle du harcèlement scolaire ou d'agression sexuelle, par exemple, chez certaines personnes, il faut vraiment s'investir à fond dans les soins parce que la maladie, elle s'autonomise. Le trouble, il s'autonomise même quand l'agression initiale a disparu. Donc, une fois que ça s'est autonomisé, il faut rentrer à fond dans des soins spécialisés et que ce soit assidu et rentrer en contact avec des personnes qui sont à la fois empathiques, qui sont formées et il faut consacrer du temps aux soins parce que ça ne se fait pas tout seul et nous, on a consacré énormément de temps aux soins et c'est comme ça qu'on s'en sort en fait. Et déjà, ne pas avoir peur de demander de l'aide, ce qui est d'ailleurs une Faut force plutôt surtout qu'une pas avoir faiblesse. honte. Exactement. Vraiment envisager la demande de soins comme une force et pas comme un aveu d'échec, on va dire. D'ailleurs, l'échec fait partie de la guérison. Complètement. C'est très intéressant ce que vous dites parce que bon, nous, en tant que professionnels de santé, on parle de maladie mentale, mais ce n'est pas une maladie mentale, hein, c'est psychosomatique, je veux dire, c'est tout, c'est à la croisée du soma et du mental.
Donc, moi, je me souviens en pédiatrie, quand notre fils s'aggravait, on a dit, bon, ben, on va aller à l'unité à Bron, ce qu'on appelle anciennement le Vinatier. Et on avait des amis qui ont réagi, oh là là, mais le Vinatier, tu te rends compte, il va à l'asile, chez les fous. Je dis, mais non, pas du tout. Enfin, moi, j'étais allée dans le service. Donc, les gens, ils ont encore des idées Bien sûr. très arrêtées en pensant que c'est des prises en charge arriérées, etc. En tout cas, moi, dans l'unité où mon fils a été pris en charge, c'était exemplaire. Enfin, il n'y a pas du tout eu d'isolement, ni de contraintes, c'était vraiment une très belle approche et ça a très bien marché. Bah, quel beau témoignage. Et voilà, le dernier mot. Votre fils, qu'est-ce qu'un être lumineux maintenant? Comment vous le qualifieriez? Ah oui, il est plein de vie. Même lui, je pense qu'il ne sait pas trop à l'époque, enfin, il n'a pas trop compris ce qui lui était arrivé finalement. Il a vraiment subi de plein fouet ce trouble parce que de temps en temps, je reviens un petit peu vers lui, je lui dis alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui t'est arrivé? Déjà, il veut plus en entendre parler. Je pense qu'il a vraiment tourné la page. Voilà, il est dans la vie, il est en pleine forme, il fait beaucoup de sport toujours. Il a pris beaucoup de recul par rapport au regard des autres aussi. Il a pris beaucoup confiance en lui. Ça, je pense qu'on l'a travaillé quand on était à l'école à la maison aussi. Voilà, on l'a protégé, on l'a mis un peu dans une bulle, mais ça lui permettait de se consolider et de se reconstruire en fait. Et après, il a été plus fort pour affronter le regard des autres, les critiques, les tentatives de harcèlement. Maintenant, il n'est plus du tout perméable à ce genre d'agression. J'espère que ça restera comme ça. Mais... Oui, tout à fait. Il a mûri peut-être en accéléré voilà. un peu dans la douleur, mais au final... Oui, il a mûri dans la douleur, mais bon, là, maintenant, il est plus fort et je le sens bien dans ses baskets, quoi, tout simplement. Bah, écoutez, je lui souhaite le meilleur. Et vous savez, son projet professionnel, pour l'instant, il est un peu jeune, mais... Oui, pour l'instant, non. Il va aller en lycée en filière générale. Et puis, moi, quand voilà, vous parlez vraiment de son amour pour le sport, peut-être dans cette voie, ou non, ça reste plus une passion Je sais pas encore. Son frère, oui, peut-être va faire une filière sport santé, mais lui, il ne sait pas encore. Je pense qu'il est trop encore dans l'adolescence et dans l'insouciance. Enfin, il est dans l'insouciance encore et je lui laisse volontiers cette insouciance. C'est très bien. C'est parfait. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce beau témoignage. Donc, je mettrai, j'ai déjà dit, mais je remettrai dans les commentaires de cette vidéo tous les liens pour vous contacter. Et puis, les personnes qui ont regardé, aimé cette vidéo, je vous invite à la partager au plus grand nombre afin d'aider un maximum de personnes. Emmanuel, je vous laisse le dernier mot avant de conclure. Les TCA, c'est des troubles complexes. Vraiment, n'ayez pas honte de vous faire aider. Il faut arriver à trouver des interlocuteurs qui vous écoutent, qui vous comprennent, qui vous soutiennent. Et une fois que vous avez trouvé les bons, choisissez des soins pluridisciplinaires et foncez. Faites des soins de façon assidue. Et c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, mais on s'en sort. Les TCA, on s'en sort et c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Il faut négliger aucune piste. Exactement. Voilà. Exactement. Et jamais lâcher. Et jamais lâcher surtout. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous en prie. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Au revoir, Emmanuel. Merci, au revoir. Merci, au revoir.